Alors ce petit jeu, il se passe sur votre téléphone et sur votre navigateur préféré, Chrome, Firefox, Safari, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, d'aller sur l'adresse URL qui s'appelle... J'aime pas quand il y a des erreurs. Je vais le remettre à l'écran. bcast.live/café34. Bcast, B-E-E, cast. Alors, bien .live, hein, pas .com, sinon vous allez être fléché vers autre chose. bcast.live/café34. C'est-à-dire, est-ce que certains sont arrivés à se connecter? Ouais. Vous devez avoir ça normalement? Ouais, c'est normal. Alors, si vous allez en bas sur... non, oui, sur activité. Présentation, pardon. Et la présentation, vous devez avoir ça. Ok. Donc, bcast.live. Alors, il est là, l'adresse URL, elle est sur l'écran encore là. Hein. bcast.live/café34. Non, il n'y a pas de téléchargement en cours, non. Non, c'est pas comme ça. Il faut aller sur votre navigateur. Ouais, ouais. Et là en haut, bcast.live. Ah, parce qu'il n'y a pas d'accès internet? Bah si, enfin j'avais pas l'accès, je me suis mis sur un catcher du coup. Je recommence. Ouais. Ouais, ça marche aussi. En attente de connexion. Je pense que la 4G marche pas, je pense. Vous y arrivez? Voilà, présentation. C'est tout bon? Non? Qu'est-ce qui se passe? bcast.live. Parce que là, vous... Ouais. Vas-y. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et là, il faut la faire présentation. C'est bon? Non? C'est là qu'il faut taper. C'est ce que j'ai fait. Ouais, mais il faut recommencer, je pense. Ouais, c'est bon. Ah non? Pourquoi mais... Et sinon, vous tapez le... Si vous allez sur MyBicast, il va vous demander peut-être le code de jeu. Ouais, plus bas. Et pas le code de jeu plus bas. Et là, vous tapez Café 34. Marche pas? Bon. Alors, on va lancer un petit jeu avec 5 étapes, je crois 4 étapes. La première étape, c'est, et vous devez faire activité sur votre module. En bas, il y a activité, ou non, ça s'affiche sur votre écran normalement. Ok. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on évoque le mot facturation? Et là, allez-y, lâchez-vous. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Vous saisissez les mots. Ah ben j'ai pas lancé l'activité, je suis bête. Et là maintenant vous pouvez. Voilà, donc.
laisser quelques secondes pour voir un petit peu quels sont les mots-clés qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à facturation. Chinois? C'est du chinois. Oui. Et si vous mettez le même mot, vous pouvez en mettre plusieurs mots. Et si vous mettez les mots qui sont les plus importants et qui les plus fréquemment utilisés reviennent en gros au milieu. Allez, on se laisse encore 4 secondes. 3 secondes. Oh putain. Problème, horreur. Temps perdu. Bim. Allez, on arrête l'activité. Alors c'est rigolo parce que du coup, il y a 2 mots qui sortent quand même importants, enfin 3 mots. Devis, argent, TVA. Et ben moi je trouve que c'est à la fois, enfin c'est très révélateur je trouve. On parle de facture et là il y a le mot qui vient. Alors bien sûr qu'il y a facture qui apparaît évidemment, hein, mais devis aussi. Donc l'enjeu c'est peut-être aussi d'avoir, on va en parler, mais d'avoir la chaîne commerciale en fait qui se déroule entre bonjour, on se connaît pas, ah mais je peux peut-être faire quelque chose pour vous, ah mais je vais vous faire un devis, et après un bon de commande, et après un bon de livret, et puis voilà. Et que peut-être que ça commence par là, faire un bon devis. Et qu'ensuite, ben, tout ça, ça va générer normalement à la fin, une facture, c'est pas juste pour faire une facture, c'est pour que le client vous paye. Donc il y a bien une notion d'argent qui doit être en jeu là-dedans, quelque part. Et puis que ça, c'est vrai que ça, c'est particulier, notamment depuis récemment, puisque en fait, il y a un peu des normes, il y a un peu des trucs de l'État qui disent, oh là là, mais il n'y a pas du black en France, il n'y a pas beaucoup de black, il n'y a pas matière à récupérer beaucoup d'argent, et du coup, ils sont en train de passer des lois pour justement récupérer cet argent-là via ces logiciels-là. Ou plutôt, en utilisant ces logiciels-là, d'éviter le black. Et de faire remonter du coup de l'argent au niveau national. Et chiffre d'affaires, je le prends bien. Et après, je prends bien aussi ça, hein, quand même. Hein. Ça. Et peut-être que l'enjeu, c'est justement de perdre le moins de temps possible, d'avoir le moins de problèmes possible, et d'être en anglais possible ou en chinois possible. Deuxième activité sur votre téléphone. Là, on est en mode quiz. À votre avis, combien de factures sont émises par année en France? 2,5 millions, 125 millions, 250 millions, 2,5 millions. Ah, ça bouge encore. Ça bouge encore un petit peu. Bon, là, manifestement, on est sur un... On ne sait pas trop. On va dire qu'on élimine cela, et il en reste 2. Et que cet enjeu-là, finalement, si vous êtes là ce matin, et si on parle de ce sujet-là, nous ici, ce matin, ben, c'est pas pour rien, c'est parce que ça génère, c'est incroyable le volume de factures qui sont émises chaque année en France, quoi. Parce que ça, on divise par le nombre d'entreprises, ou on divise par le nombre de jours de travail, peu importe, ça fait des volumes énormes. Alors bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui va faire 150 factures par jour, dans l'assistance en tout cas, mais que malgré tout, même si on en fait peu, le but c'est qu'on en fasse de plus en plus et que de toute façon qu'on les fasse le plus simplement possible avec une perte de temps la plus faible possible. Enfin, perte de temps, c'est pas comme si c'était improductif. C'est productif une facture. Hein. Donc c'est pas une perte de temps. Hein. Et ça prend du temps, voilà. À votre avis, la part des factures qui sont réalisées sur Excel en France? En pourcentage, oui. Allez, on va regarder les réponses. Activité. Activité. Pardon. Mais avant, il y avait activité. Ça a changé là.
terminer l'activité. Et la bonne réponse, c'était quand même pas 75%, qui font quand même 3/4, mais c'est 45% malgré tout. Alors ça, il y a différentes études, hein. C'est que des études forcément basées sur sondage, c'est pas une étude nationale. Mais quand même, à peu près la moitié quand même. La moitié des factures sont réalisées sur Excel, qui n'est pas du tout fait pour ça. Et qui ne va pas du tout sur le fait de faire la facture. Sur papier, enfin sur papier, ça ne va pas du tout. Et que forcément, le mot qui est utilisé dans le tour de table, il y a le mot bidouille là-dedans, et que du coup, c'est de la bidouille. Que l'on fasse sur Word, que l'on fasse sur Excel, qui sont les outils qu'on utilise tous fréquemment, tous les jours même. Et on va dire, tiens, bah, celui-là, je connais par cœur. Sur Excel, je sais très bien faire une formule égale, hors taxe plus TVA égale TTC. Ben, c'est bien, mais c'est pas du tout adapté. Et 45% des factures en France, quand même, qui sont faites sur un outil qui n'est pas adapté. Et surtout pas légal. Enfin, on enlève le surtout parce que personne n'a conscience de ça, mais c'est pas légal. Et ça le sera de moins en moins dans le sens où ça sera de plus en plus contrôlé, quoi. C'est même pas justement dans les évolutions de la loi, c'est pas en train de devenir interdit. Si, justement, c'est pour ça qu'on dit ça. Oui. L'antifraude. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure par rapport à la TVA, l'antifraude, c'est la loi anti-black, en fait, en gros. Ben, c'est. Non, mais utilisez tous. Et c'est pour ça qu'on a fait ce qu'il a fait depuis là maintenant, c'est que le but, c'est de se préparer tous à se dire Excel, il va falloir que je le mette de côté. À votre avis, combien d'entreprises en France envoient des factures papier? Il y a des virgules. Ah mince, j'ai enlevé la case qu'il fallait cocher de ne pas dire la bonne réponse. Parce que même si celles qui le font via des logiciels qui vont bien, la plupart du temps, le client dit j'aimerais bien un papier. Hmm. Hmm. Bon, ça va évoluer quand même. Ça prend du temps, mais ça va évoluer quand même. Et avec la loi, je pense que ça va pousser à. Et tout le monde va pousser à. Donc ce chiffre-là, il est quand même énorme. Mais il va baisser. Mais il est quand même énorme. Ok, et je crois qu'il en reste une. Ah, ah. Non, pas tout à fait. Quelle est l'obligation, enfin, les entreprises qui facturent, alors pour le coup, l'État, les collectivités locales, les entreprises publiques, enfin le domaine de l'État, ont-elles l'obligation d'utiliser un logiciel électronique pour ça? Et depuis quand? Ou est-ce que c'est pas prévu? Donc la bonne réponse était bientôt, puisque pas dans 6 mois, elles n'ont plus le choix. Et là, pour le coup, ce que disait Delphine, c'est qu'effectivement, ils ont fait ça par taille. Les gros, les moins gros, les petits, les tout petits. À partir du 1er janvier 2020, les auto-entrepreneurs sont concernés. Uniquement, ça veut envoyer un peu de facture, c'est ça que ça veut dire? Utiliser un logiciel dédié et l'envoyer de façon électronique. Donc ça veut dire que, alors après, on n'est pas forcément concerné dans le sens où peut-être qu'on fait que la vente à des professionnels qui ne sont pas du tout concernés par l'État et les collectivités locales. Je ne dis pas que c'est tout le monde dans la salle, hein. Mais par contre, parfois, on peut se dire, bah, non, mais non, je ne suis pas concerné. Ah mais si, mince, j'ai facturé la mairie. Ah mais mince, j'ai facturé l'agglomération. Et une fois, mais juste une fois, ça suffit en fait. Donc ça ouvre le champ quand même du nombre d'entreprises concernées par ce type de questions. Voilà, on peut poser les téléphones, on peut faire...
Et en même temps, c'était pour faire un petit peu de contexte de départ et de prise de conscience de ce sujet-là, aujourd'hui. Alors, c'est quoi une facture déjà? Parce qu'on parle tous de facture depuis ce matin, mais sans forcément expliquer rapidement ce que c'est. Alors là, c'est du simple, hein, mais c'est une note qui va détailler différentes choses, qui va détailler, on vend quoi? Qu'est-ce que je vends? Du service, des marchandises, mais je peux peut-être vendre aussi du transport, je peux peut-être vendre aussi du déplacement, peut-être vendre... enfin bref, il faut ouvrir le champ. Quels sont les éléments que je vais vendre dans ma facture? Dans quelles conditions je vais vendre ça? Paiement, livraison, étalement, échelonnement, pardon. Alors il y a un truc particulier, c'est que sur les professions libérales, ça s'appelle autrement, ça s'appelle une note d'honoraires, pardon, mais c'est la même chose. Elle doit être établie en 2 exemplaires. Elle peut être papier encore, et c'est pas un problème sur le principe, ou électronique, et elle a quand même des choses qui sont obligatoirement présentes sur le contenu de la facture, dans le document. Alors, il y a des choses qui sont quand même importantes, c'est que si dans le tour de table aujourd'hui, là, il y a des gens qui facturent à des entreprises, de toute façon, ils n'ont pas le choix. La facture, elle est obligatoire. C'est-à-dire que moi, je suis entrepreneur et je facture un entrepreneur, eh ben, j'ai pas le choix. Je dois passer par une facture. Je ne peux pas dire, ben, tiens, tu me dois 120 euros, la TVA c'est 20 euros, on se met d'accord, machin. Ensuite, on l'a vu juste dans le quiz avant, mais il y aura certainement enfin, il y aura rapidement une obligation générale pour toutes les entreprises qui facturent les collectivités locales, les entreprises publiques et l'État. Et pour la partie du B2C, donc si je vends à des particuliers, il y a 3 éléments qui font que la facture est obligatoire. La première, je vends à distance. Je vends à distance des marchandises, même si je vends à des particuliers, je dois faire une facture. Je vends des services et la valeur de ma facture est supérieure à 25 euros. Je dois pouvoir justifier d'une facture. Enfin, pardon. Et si je vends, non pas des services, mais des biens physiques, je ne suis pas tenu de le faire, sauf si le client demande. Et si le client me dit non, mais moi il me faut une facture, il faut que vous soyez en capacité de lui faire. Donc si on multiplie ça, plus ça, normalement il y a beaucoup d'entreprises du territoire de la Drôme, en tout cas, qui sont concernées par ce sujet-là du coup. Type quoi? Ostéopathe? Ouais, ouais, exactement. Elle est quoi? Elle est sur le dos? Ben, normalement, elle est obligatoire. Alors, quelles sont les mentions qui sont obligatoires sur une facture? Il y a 2 types de mentions. Il y a les mentions qui sont relatives à celui qui va émettre la facture et des mentions qui sont relatives à celui qui est concerné par la facture. Pour le vendeur, celui qui émet la facture, SAS, SASU, tout à l'heure j'ai entendu Pascal dire SASU, SARL au capital 2. Voilà. Donc au capital 2, c'est justement ça, parce que le capital social doit apparaître. EURL au capital de 7,26 €. Mais ça veut dire que du coup, c'est aussi, et je le dirai après, mais c'est aussi un élément d'image. Puisqu'on doit obligatoirement dire quel format juridique et quel capital on a, j'entends souvent, ouais, mais le capital social, il est libre, donc je vais mettre un petit capital de toute façon. La facture, vous affichez votre capital, oui. C'est quand on crée une société, pas une entreprise individuelle, parce qu'on n'a pas de capital social, mais quand on crée une société, SAS, SARL, EURL, SASU, voilà en gros, eh ben on doit avoir un capital social. Non, auto, il n'y a pas, vous n'êtes pas concerné. Le nom de l'entreprise, évidemment, enfin le nom de l'entreprise, ou ça veut dire que si je m'appelle Jean-Philippe Falavel parce que j'ai créé une entreprise individuelle, si ma dénomination sociale, commerciale, c'est le Moulin Digital, je vais mettre l'un ou l'autre. L'adresse du siège social, le numéro sirène de l'entreprise qui est unique, et le numéro, si on est assujetti à la TVA, le numéro d'assujettissement à la TVA. Côté acheteur, côté facturé, le nom du client, l'adresse du client.
Alors ça c'est spécifique, hein. Si le client, pardon, il n'est pas en territoire français, mais malgré tout en Europe, on doit faire apparaître son numéro de TVA à lui. Donc il faut le chercher au préalable, parce qu'on n'a jamais ce numéro de TVA. Et il y a des outils, notamment un, mais je ne sais plus lequel, que je vais vous présenter, qui va le rechercher automatiquement, mais on ne tape pas son nom, on peut le rechercher. Ça évite, allez, 30 secondes de temps, ou une minute de temps. On considère bien les dom-toms comme étant européens. Oui. Acheteur, vendeur, acheteur, et maintenant, ce que l'on vend. Donc dans les éléments de la facture elle-même, il faut qu'il y ait une date. Il faut qu'on sache à quel moment elle a été émise, cette facture-là. Ça, c'est important. Chaque facture a un numéro unique et surtout qui doit suivre une suite incrémentale, enfin, qui s'incrémente. Et que du coup, sur Excel, c'est la galère, ça. Parce que ça n'existe pas sur Excel, ça. Et qu'à chaque fois, il faut se rappeler, attends, c'était quoi là c'était quoi déjà? C'était 01-2019- Et du coup, cette suite-là, elle n'est pas facile. Là, dans les logiciels, nativement, dans le logiciel concerné, on a cette fonctionnalité-là qui va incrémenter. Après, vous allez voir dans les logiciels, on peut paramétrer ses propres modes d'incrémentation. Je peux dire que je veux que ça soit LMD, le moulin digital, /2019, et puis un numéro. 2019, c'est pas logique, parce qu'après, ça va changer. Mais, je sais pas, S pour service, et puis un numéro incrémental. Il doit faire apparaître, si remise il y a, la valeur de la remise, le taux de TVA, le prix total hors taxe, le montant total de la TVA, si on est assujetti, évidemment. Parce que si on n'est pas assujetti, il ne faut pas le faire apparaître, justement. La date de paiement souhaitée par vous. Et puis une petite mention particulière, légale, qui n'est pas très ancienne, cette mention-là, elle doit avoir 3 ans, je crois. Dans les factures B2B, on doit faire apparaître une pénalité forfaitaire de 40 € pour tout paiement intervenu. Forcément 40 €. Ouais. Oui. C'est fixé comme ça. On le met en tout petit en bas de page, en italique. Puis après, il y a un taux légal. Mais qui n'est pas obligatoire à mentionner. Alors la conservation des factures, alors il y a une règle qui est inférieure, mais en fait le conseil c'est plutôt pour l'instant de rester sur une conservation de 10 ans. En termes de règles également, on ne peut pas évidemment, sur Excel c'est facile, hein, hop, supre. Hop là, la facture est disparue. Et ben là ça ne marche pas vraiment comme ça, et que du coup si le client vous dit mais non, c'est mal compris, c'était pas ça. Dans ce cas-là, il faut faire une facture nouvelle qui annule et qui remplace, il faut mentionner la facture qui est remplacée par la nouvelle. Ou alors, ou de faire un avoir, total ou partiel, par rapport à la facture de départ. Un avoir, vous savez ce que c'est une facture à l'envers, quoi. Mais du coup, dans les logiciels concernés qu'on va voir, c'est impossible de supprimer parce que ça ne va pas avec la logique de sécurisation, c'est inaltérable, etc. Donc, il faut avoir ça en tête, c'est que c'est une contrainte pour vous, quoi. C'est-à-dire que ça ne vous permet pas de faire n'importe quoi. Ce qui est génial côté réglementaire, ce qui n'est pas cool côté pratico-pratique. Ah mais merde, mais je me suis trompé de facture, et puis j'ai validé, et puis... elle est dans le logiciel. C'est pas grave, mais ça fait une contrainte quand même. Moi je vois bien ces petites boîtes, ça fait une contrainte. Qui est un peu antinomique avec la liberté d'Excel de faire n'importe quoi. Oui. Sur le logiciel qu'on utilise, quand on crée la facture, pour la télécharger, on a une mention notée comme émise ou non émise. Si je ne mets pas non émise, je la télécharge quand même. Et du coup, je peux la modifier. Alors que si je la note en émise, je ne peux plus y toucher. Il y a une procédure, vous allez voir qu'il y a toujours une procédure de validation. En gros, si, parce qu'en gros, elle est brouillon. En gros, elle est brouillon. Tant qu'elle n'est pas émise, elle est brouillon. Et après, il y a... Elle est émise, mais moi, je ne l'ai pas notée en émise. Pourtant, je l'ai émise au client. Oui, mais le logiciel, lui, il ne sait pas. Donc, lui, c'est vous qui faites la validation. C'est vous qui dites, allez, hop, allez verrouiller.
Après, les termes sont différents. Ça peut être émis, ça peut être brouillon, validé, ça peut être... Chaque logiciel a sa procédure, a ses mots-clés à lui, mais la procédure est la même, c'est-à-dire je peux faire tant que je veux des modifications dans ma facture, tant que je ne suis pas en mode verrouillage, mais une fois qu'elle est verrouillée, ça veut dire qu'elle est considérée comme finalisée, et donc normalement émise au client, et là, elle est immodifiable. Mais effectivement, vous pouvez très bien les mettre en brouillon, et le logiciel, il ne sait pas, lui. Ah, il a validé, il y a une petite faille, tu vois. Pourquoi? Parce que si elle est... Après, moi, je la valide en réglé quand le client l'a réglé et tout bascule en Ouais, bah ouais. Et- En fait, vous sautez une étape. Ouais, ouais. Ça me laisse une petite marge de gagner, Exactement. si, Exactement. Une petite marge de « ah mince », retour en arrière. Ouais. Sur Sage? Ouais, ils ont laissé cette ouverture d'esprit un peu, parce que c'était trop psychorigide. Ensuite, donc il y a 3 modalités pour envoyer une facture, ou pour la faire plutôt. Ben, évidemment, il y a la facture papier. Facture papier, ça peut être aussi une facture numérique. Il faut faire une différence entre facture numérique et facture électronique. Une facture faite sur Excel qu'on imprime sur un PDF, qu'on transforme en PDF pardon, et qu'on envoie par mail, ben, ça relève de ça en fait. Donc on est dans la facture papier, qui doit être établie en double exemplaire. Ensuite, on a la facture électronique, où on va certifier l'origine et l'authenticité de l'émetteur et des éléments de la facture. Et enfin, on a le 3e niveau, qui est le niveau un peu ultime, c'est lorsque vous avez des relations régulières avec des fournisseurs, typiquement quand on a des relations en B2B avec des grands comptes ou inversement avec des sous-traitants. Là, on peut avoir des factures qui ont des données structurées, ça veut dire que ça correspond à des normes réglementaires techniques, numériques, qui font que lorsque la facture est émise, elle a un format, et quand elle arrive chez les destinataires, elle est capable de rentrer dans le logiciel du client facturé directement. Elle passe de logiciel à logiciel, en fait, sans qu'il y ait d'humain, en gros, presque, qui intervienne. Donc ça, c'est de l'EDI, en fait, c'est de l'échange de données informatisées. Mais on est dans le niveau ultime, et je pense pas que c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, et c'est pas, je pense pas, la demande autour de l'assistance. Donc nous, on va regarder plutôt cette partie-là, en fait, qui va être même, d'ailleurs, c'est plutôt celle-ci, d'ailleurs. La facture électronique certifiée, c'est quoi exactement? En fait, il faut un certificat électronique qui se manifeste via une clé, généralement sur une clé USB. Et ChamberSign, je ne sais pas si ça vous parle, par exemple, c'est un certificat électronique qui permet en gros, mettre un coup de tampon sur une facture. Est-ce que c'est en plus du logiciel? C'est pas intégré au logiciel, C'est c'est en plus. Ouais. Il y a PDF, le fait pas non plus. La certification électronique? On peut avoir une signature sur le PDF qui certifie que le PDF est figé, pas modifiable. Mais sans rien d'autre que le PDF? Mais il faut quand même la clé. Je crois pas qu'on puisse le faire directement dans un PDF sans avoir une clé de certification, je crois pas. Je crois bien que non. Hein. Il me semble que c'est. Ah ouais, d'accord. Alors oui, en formule payante alors du coup, avec la version Adobe payante. D'accord. Ah oui, oui, le côté signature, on l'a pas dans le gratuit. Donc on a parlé tout à l'heure dans le quiz, dans le nuage de mots de départ, il y avait le mot devis, il y avait le mot facture. Donc effectivement, il y a une chaîne commerciale qui est utilisable ou pas. Hein. C'est-à-dire que le minima du minima, c'est ça. C'est-à-dire que pour le sujet d'aujourd'hui en tout cas, c'est d'arriver à établir une facture. Mais on peut aussi adjoindre d'autres documents. On peut commencer par un devis ou une facture pro forma, qui est une première proposition commerciale au client. Dans l'hypothèse où tout va bien, il la valide. Il la valide. On peut éventuellement, si on fait de la livraison de marchandises notamment, faire un bon de commande signé par le client. Et ensuite, là, c'est plutôt là même d'ailleurs les marchandises. Si marchandises il y a, ben, on va peut-être délivrer un bon de livraison pour valider le fait que le marchandise est bien arrivé chez le client. Et enfin, faire une facture relative à tout ça et éventuellement des avoirs dans un deuxième temps. Oui. Le bon de commande, du coup, il sert à quoi? Parce que quand c'est des marchandises. Parce que des fois, il y a des gens qui passent directement par là. Par exemple, je fais
de l'installation d'alarmes. Et je fais du démarchage auprès de clients comme ça. Et puis le client, ah c'est génial. Bah, allez, moi j'en veux 4. Donc on ne passe pas forcément par un devis, on passe directement par un bon de commande. Et un devis qui est signé, c'est un bon de commande? Oui, parce que Un devis signé, c'est pas un bon de commande. vous allez le transformer, vous, en commande. Vous considérez que c'est une commande. Mais c'est pas forcément. Mais ces deux étapes-là, celle-ci et celle-ci, en fait, sont rarement. Enfin, moi je trouve dans les usages, finalement, sont pas tant que ça utilisés. C'est spécifique. Parce que moi, mon devis, ça vaut le contrat, en fait. S'il est signé, bon pour accord, C'est ça. c'est un contrat. Exactement. Enfin, exactement. C'est pour avoir un document un devis avec un bon pour accord signé. Ben, pour vous, c'est comme si vous aviez un bon de commande du client. Mais inversement, parce que des fois, on peut faire de la livraison de marchandises en lot. Donc on va livrer sur 100 palettes, d'abord 40 palettes, et puis voilà. Donc là, c'est plutôt intéressant d'avoir des bonnes palettes, des bons de commande et des bons de livraison pour bien, en gros, par rapport au document de départ, ben, finalement, le solder au fur et à mesure, pour arriver à une facture à la fin. Éventuellement aussi des factures partielles, d'ailleurs. Et la différence entre le devis et la facture pro forma? Alors, la facture pro forma, c'est notamment pour les services achats. Ils ont besoin d'avoir un document qui soit plus fort qu'un devis. Ça C'est- engage déjà. Non, c'est pas alors tant qu'elle n'est pas assignée, ça reste une proposition commerciale. Mais peut-être pour les assurances, Les assurances, Ouais. ils ne demandent pas un devis, mais une facture pro forma. ouais. Les grands comptes demandent souvent une facture pro forma. Mais dans la relation commerciale, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas engageant tant qu'il n'y a pas un accord du client manifesté. En fait, normalement, c'est comme si vous étiez en train de dire bon, si tout se passe bien, vous validez, comment sera la facture après? Ça veut dire ça en fait. La facture pro forma, on l'utilise aussi quand il y a, en tout cas, moi dans le monde de l'intérim, on l'utilisait quand on demandait aux clients de payer avant, parce que pas de couverture en cas d'impayé, donc ils payent, ils règlent semaine par semaine, mais ils règlent avant. Non, c'est pas un acompte, il va régler la prestation de la semaine, et pas de la semaine suivante, et du coup on a besoin d'une facture pro forma. D'accord. Sachant que comptablement, ça n'a pas la même valeur qu'une facture. Il faut de toute façon après faire une facture. De toute façon émettre aussi une facture. Et certains logiciels enfin, ce qu'on va voir, c'est surtout ça et ça. Parce que ça, finalement, c'est pas le cas, c'est pas répandu pour tout le monde. Et puis, au-delà de la partie réglementaire, le TVA, le machin, les trucs, c'est quand même aussi une question d'image, je trouve. Dans la rapidité de facturer, dans la façon de facturer, dans le bon de commande, le bon de livraison, l'avoir, le machin, le truc, le numéro, le logo. Finalement, c'est aussi une façon de délivrer une image au client, je trouve. C'est pas non plus radical, hein, c'est pas que ça qui fait votre image, loin de là. Mais si elle est cohérente avec le reste de votre image, votre site web, votre logo, votre couleur, votre environnement graphique, finalement votre image globale, et peut-être que dans la relation client, et j'entends de plus en plus les entreprises qui disent « mais moi, ma différence, elle n'est pas dans mon produit, elle est dans la façon dont je le vends ». En gros, dans la façon dont je vais avoir une relation avec mon client. Et bien peut-être que les éléments purement de facturation sont aussi un élément de la relation client. Donc le but de ces logiciels-là, ça va être évidemment d'éviter des trucs qu'on a vus dans le quiz de départ, c'est-à-dire la facture à la main ou la facture Excel. Et dans les deux cas, de toute façon, ça va être des documents qui vont être interdits. Donc quelques éléments sur la partie facturation. Enfin, la partie logicielle, pardon, de facturation, à prendre en compte. En gros, il y a 3 grands éléments. Un, dans tout logiciel de facturation, bonjour, eh ben, dites-moi qui vous êtes. Vous, en tant qu'utilisateur d'un logiciel de facturation. Donc, il y a un paramétrage préalable à faire au départ. Comment ça se passe pour vous, pour votre TVA, ou pour vos taux de TVA, si vous avez de la vente emportée, si vous avez de la vente sur place, si vous avez différentes actions de TVA. Donc ça, c'est du paramétrage de départ, mais souvent, c'est perturbant parce qu'on a envie vite de facturer, quoi. Maintenant, d'abord, il faut paramétrer des trucs. Et plus on paramètre, plus on gagne du temps par la suite. Et mieux on paramètre, plus on gagne du temps par la suite. Et puis, il y a des textes automatiques.
Par exemple, dans le B2B, où on a vu qu'il y avait une amende forfaitaire de 40 euros, tout ça. Ça, c'est du texte automatique qui apparaît sur chaque facture. Donc, on va le mettre en texte automatique, systématique sur la facture. Mais vous allez le faire, vous, chacun de vous. Parce que si vous faites que du B2C, vous n'êtes pas obligatoire. Donc, à chacun de vous de réfléchir aux mentions obligatoires, ou mentions, au texte automatique que vous pouvez générer sur chacune des factures. Dans le paramétrage aussi, il y a ce qu'on disait tout à l'heure sur le numéro de facture, le numéro de bon de livraison, parce que ce qu'on dit là, hein, c'est pareil sur les bons de livraison. Chaque document peut avoir une incrémentation avec un code spécifique. Ça peut être BL-machin, FF, ça peut être A pour avoir. À vous de définir vos propres modalités d'incrémentation personnalisée. Par défaut, le logiciel en propose. Vous les laissez par défaut si vous le souhaitez, ou vous voulez les personnaliser parce que, par exemple, vous repartez sur une facturation qui est déjà ancienne. Et donc, vous ne partez pas à 1. Et donc, si vous basculez d'un système d'avant à un système de demain, ben, il faut repartir avec la suite logique, avec le numéro. On peut paramétrer. Ouais. Le deuxième élément qui est important, c'est bon, j'ai mis des tiers, hein, mais c'est ça, les tiers. En gros, les tiers, c'est les gens avec qui vous allez utiliser ce logiciel. Eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Et je trouve que par rapport à du Excel, par exemple, c'est génial. Parce que dans Excel, à chaque fois, il faut se retaper le fait de ressaisir les coordonnées du client. Et que si je facture toutes les semaines une prestation de massage à quelqu'un pendant 3 mois, eh bien, toutes les semaines, je me refacture. Et donc, en termes de temps, bah, évidemment, on perd du temps. Ah, mais oui, je suis bête. Ah, dupliquer. Ah, dupliquer. Pas de facture. Mais c'est de l'astuce. Et c'est pas là, le but, c'est pas de faire de l'astuce. Après, il y a un deuxième truc qui est tout con, mais qui est tout bête, pardon. Mais au Moulin Digital, on est 5. Et ben, quand je facture le Moulin Digital, peut-être que je veux facturer, non pas le Moulin Digital, mais Joséphine, mais Jean-Claude, mais une personne. Et avoir des gestions de personnes. Et ça paraît rien, mais c'est une sacrée différence, je trouve, entre des logiciels. La façon de gérer la différence entre l'organisation elle-même, en gros l'entreprise, et les gens qui sont dedans. Et bien ça, moi je trouve que c'est... Enfin pour moi, c'est presque le critère essentiel. Pas seulement, mais c'est un critère important. Parce qu'en fait, sinon on va galérer, on va perdre du temps. Et puis le troisième élément, évidemment, que c'est ce que l'on va mettre dans la facture comme ligne de facture, comme élément facturé. Et comme élément facturé, en fait, notamment quand on est créateur d'entreprise, au départ, on ne sait pas trop, parce que ça va évoluer, ça. Et puis même après, dans la vie d'une entreprise, on ne sait pas à l'avance qu'on va facturer dans 3 mois. Et que peut-être qu'aujourd'hui, c'est des factures récurrentes de toujours le même produit, et puis, ah mais non, maintenant c'est du service en plus. Ah puis maintenant, je fais du déplacement. Ah puis maintenant, je veux un truc super long. Et puis non, j'ai une facture courte. Et donc chaque facture sera différente en fonction de le client concerné, ou du moment, ou du produit, ou du projet que vous faites. Et donc, soit je le fais one shot, une fois, comme ça, je saisis à chaque fois, ou alors j'intègre ça dans une base à part, dans le logiciel, une base catalogue de mes prestations et de mes produits qui me permettra de piocher dedans. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas 36 000 bases dans une facture, hein, dans un logiciel de facture. Il y a qui, quoi. À qui je facture et qu'est-ce que je facture. C'est pas compliqué en fait. Et on se dit, dans ce cas-là, avec Excel, je peux le faire. Alors, en termes de services, de modalités de facturation, on va commencer par les historiques, mais je mets historique parce que c'est vrai que la facturation, c'est pas nouveau, évidemment. Et la facturation logicielle, c'est pas nouveau non plus. Et que les deux historiques, c'est EBP et Sage, enfin Ciel, maintenant c'est Sage. Sage a racheté Ciel. Mais c'est encore écrit Ciel. Hein. Donc c'est pour ça que je le dis. Hein. Ouais, ouais. Non, c'est pas 20 ans. Non. Ça fait 20 ans que j'en fais, ça fait 20 ans que Ciel, mais du coup, quand on tape Ciel, encore, on trouve c'est Ciel. Et sur le site web, ça existe Ciel. Ils valorisent le fait que maintenant ça s'appelle Sage, mais pour ne pas perturber des gens qui, depuis 20 ans, facturent. Donc pourquoi j'ai mis ces deux logiciels-là? Parce qu'ils sont historiques. Et donc, du coup, s'ils sont historiques, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? C'est qu'ils ont, on va dire, écumé, éprouvé plein de cas,
plein de problèmes, plein de sujets, plein de questions. Et qu'ils ont même développé du coup des EBP garage, EBP coiffeur, EBP bâtiment. Et qu'ils ont plein de solutions verticales en fait par métier qui du coup sont vraiment adaptées aux métiers concernés. Et donc finalement, ben, en fait, il faut être clair, pour moi dans l'idéal c'est ça. Pour tout le monde. Ouais. Mais par contre, voilà, C'est un coup. c'est un coup. Mais c'est l'idéal. Ensuite viennent des solutions un peu différentes qui sont des solutions où là on a envie de bidouiller, techniquement, parce que ça c'est forcément de la bidouille. Je ne sais pas si vous connaissez Dolibar par exemple. Dolibar c'est un logiciel open source qui a été développé par des développeurs qui ont dit ben, on va faire une communauté, on va développer des trucs, on va développer un truc avec des modules, des périphériques, avec un cœur au départ. Et ça existe et ça peut s'utiliser. Et c'est gratuit, sauf qu'on va y passer des heures et des heures, au départ. Enfin, des heures et des heures. Ben, disons qu'en fait, normalement, ça, c'est fait pour être sur un serveur web. Et comme vous ne voulez pas avoir un serveur web, vous faites sur votre machine en faisant croire que ça, c'est un serveur web. Et dès qu'on rentre là-dedans, ça veut dire faire croire à sa machine que c'est un serveur web. Hop là, c'est un peu technique. Enfin, moi, je l'ai installé hier, Dolibar, par exemple. J'ai bien mis 1 heure et demie. Parce que forcément, au bout d'un moment, il y avait des messages d'erreur. Et donc, Internet, tuto, message d'erreur. Mais par contre, après, ça marche super bien. Et c'est super fonctionnel. Et en gros, ça aboutit, ça correspond à ça, version open source. Vraiment. Et ça, l'avantage, c'est que ça, je peux faire de la facturation, de la compta, du stock, des frais de déplacement, des notes de frais, de l'ERP, de tout ce qu'on veut. Et non, j'enlève ça, parce que vraiment, on peut le faire. Non, si, on peut le faire vraiment. Parce que EBP et Ciel, par exemple, c'est vraiment que de la facturation. Tout ce qui Non, est justement. CRM, Non, justement. Après, c'est pour ça qu'ils sont historiques, c'est qu'ils ont développé soit par verticalité, par métier des choses, soit des chaînes. C'est-à-dire, vous voulez faire de la facturation, puis de la compta, puis du stock, ben, vous avez des chaînes possibles en intégration. Donc, ils ont une offre qui n'est pas unique, en fait. Ils n'ont pas un produit, ils ont un panel d'outils, un panel d'offres. Et sur Sage, ben, ça va de la toute petite entreprise jusqu'à un ERP de plein. Voilà. Alors, ils ont des lignes différentes en fait qui permettent de faire de. Mais après, plus on va monter en gamme, plus on va devoir avoir des prestataires intégrateurs, des prestataires qui vont vous accompagner là-dessus. Alors celui-ci, c'est un autre logiciel open source qui est aussi réputé, qui s'appelait avant OpenERP. Je crois que c'était français, moi. C'est belle ? tu le télécharges, tu as un belge qui te téléphone. Ah ça, c'est autre chose. T'as forcément quelqu'un qui t'appelle, forcément, parce qu'ils ont bien... ouais, bref. Et là, il y a des sociétés... Alors, pour faire des liens avec des entreprises du territoire, quand même, ici, donc, Dolibar, il y a une entreprise qui s'appelle ATM, qui est sur le territoire, qui intègre Dolibar, et puis Odoo, il y a une entreprise qui est en dessous, qui s'appelle Isiac, qui intègre Odoo. Voilà, mais je peux faire de la pub pour... Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aussi les contacter. Et puis après, nous, ce qu'on va plutôt voir, c'est ça, c'est-à-dire les services qui sont en ligne. Voilà. Et là, bah, c'est une formule où vous allez vous connecter à un 3W pour un machin truc, et vous allez créer votre compte, et du coup accéder au logiciel. Et une fois que vous avez créé votre compte, il faut se rappeler du mot de passe. Et lorsque vous vous rappelez du mot de passe, vous pouvez facturer, utiliser leurs fonctionnalités. Mais ça reste payant. Sauf pour lui. Et qui affiche, qui assume, qui dit on restera gratuit. Et on est gratuit et on choisit d'être gratuit. Et il explique très clairement. Il me semble que je suis allée sur ce site-là. Ça reste gratuit, mais pour les nuls comme moi, il n'y a pas d'aide, Ah ben non. d'assistance. Ah mais non, tout temps passé se paye. Et dans tous les logiciels d'ailleurs, hein, qui sont là, il y a des solutions qui sont... il y a malgré tout solutions, généralement... Alors, ah, mais j'aurais pas dû le mettre. À part celui-ci, tous les autres ont une solution gratuite, mais qui est forcément bridée. Bridée en nombre de factures, bridée en nombre de clients, bridée en nombre de services proposés, en fonctionnalités. Sauf celui-ci. Ça va? Comment? Sauf le terme. Zervant.
Mais pour l'utiliser de façon totale, en gros, pour ne pas avoir la marque de Iskriba, la marque en dessous, il faut payer. C'est mieux de payer, et ce n'est pas forcément des coûts très importants. C'est oui, tu as le coût. Ouais, je vais en parler juste après. Ouais. Ça va? Donc les avantages d'utiliser un de ces services-là, qu'on va voir là, en ligne, c'est que du coup, vous avez une sécurité des données. C'est-à-dire que ce n'est pas sur votre machine sur Excel, et votre machine, vous l'avez oubliée à la gare, on voit la piquer dans le train, ou elle a été piratée, ou elle tombe en panne. Vous avez aussi la possibilité, ce qui n'est pas toujours facile autrement, d'utiliser des modèles, soit proposés tous proposés par le logiciel, et paramétrables pour mettre votre propre logo, évidemment, et votre propre numéro d'incrémentation. Mais vous avez déjà un modèle de facture qui vous évite sur Excel de paramétrer les lignes qui vont bien, la colonne qui va bien, cellule qui va bien. Et qui sont évidemment automatiques. Ça veut dire que si votre facture elle fait 3 pages, il y aura 3 pages éditées qui seront propres, bien faites, et qui marcheront très bien. Un autre truc, et ça en mode gratuit on ne trouve pas, sauf chez Henri, on est plusieurs à vouloir facturer dans la même entreprise. Il y en a un qui est à Valence Sud et un qui est à Valence Nord. Et on veut utiliser le logiciel en même temps et faire des choses en même temps dedans. Et bien ça, généralement, on passe en mode payant. Un suivi optimisé, ça veut dire que le logiciel de facturation, c'est aussi, d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans les avantages, au-delà de la partie image, technique, etc., c'est aussi de savoir où on en est, quoi. Il me reste combien de relances à faire? J'en suis où de ma facturée payée? Donc avoir un peu de suivi de sa gestion, qui est finalement un truc qui devient productif en fait. Et d'un outil improductif, on en transforme en un outil productif. Et puis évidemment, les normes qui sont respectées, avec les mentions qui vont bien, avec la certification qui va bien, et avec le coup de tampon qui fait que vous vous déchargez, vous, et c'est super important, de cette obligation réglementaire. En gros, c'est pas vous, c'est lui. Alors les critères de choix pour choisir les outils qui vont bien, pour vous, peut-être que vous avez des services récurrents. Je réfléchis, mais à voir. Mais si vous avez des systèmes d'abonnement, des systèmes de location, des systèmes de récurrence, de facturation, la plupart pas tous ne le proposent d'une part, et pas tous ne le gèrent de la même façon, et pas tous ne le gèrent bien, et pas tous ne le gèrent en mode gratuit, voire même quasiment aucun. À prendre en compte, est-ce que je veux avoir un catalogue de produits ou à chaque fois ce que je vends, de toute façon c'est à chaque fois différent parce que quand je vais faire la décoration d'intérieur, j'aurai jamais une base où je pourrais reprendre tel machin. C'est à chaque fois différent. Donc là, dans ce cas-là, le côté catalogue ne m'intéresse pas. Ou au contraire, je fais du coworking et je vends toujours des heures de coworking, des journées de coworking, des demi-journées de coworking. Et là, j'ai besoin d'avoir un catalogue de produits. Est-ce que je veux intégrer la signature électronique? Est-ce que je veux, et ça c'est super important, est-ce que je veux discuter avec mon comptable? Donc on dit ça qu'en gros, est-ce que je veux éviter que ça soit saisi une fois par mois, une fois par lui? Dans l'idée, présenté comme ça, on peut se dire que c'est bien que ça ne soit pas ressaisi 2 fois parce que ça veut dire que c'est payé 2 fois. Votre temps à vous et votre temps à lui. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir... Alors, j'ai mis le majuscule exprès parce que c'est le mot qui va bien, c'est FEC. FEC, c'est un export de fichiers au format comptable. Il n'y a pas plus normé que la comptabilité. Donc c'est plutôt sympathique de dire qu'on va pouvoir éditer de son logiciel de facturation toutes les factures qui ont été éditées, et éventuellement selon le logiciel peut-être les achats aussi, on verra. Est-ce que je suis soumis à la TVA ou pas? Si je suis soumis à la TVA, il y a parfois certains logiciels où de toute façon l'offre payante elle est à 9,90 € et pas en dessous, parce qu'en dessous c'est que hors TVA. Donc ça, c'est important de l'avoir. Est-ce que je veux faire du paiement en ligne? Et est-ce que je veux mettre en page mes propres modèles avec ma façon à moi de paramétrer mes champs? Ce sont tous les critères qui sont à prendre en compte dans le choix des logiciels. Ça, on en a déjà parlé. Mais en gros, dans la partie étape, non pas d'outils, mais documents, mais la partie étape. Première étape, éventuellement un devis, mais ce n'est pas obligatoire. Une facture brouillon, ce qu'on disait tout à l'heure, elle n'est pas encore validée, elle n'est pas encore verrouillée et bloquée. La facture devient définitive et donc elle n'est plus modifiable. Hop là, terminé. Et ensuite, soit elle est payée via le service qu'on va vous montrer, ou ailleurs,
en totalité ou par versement partiel, par chèque, par paiement, par carte bleue. Alors, dans les outils, le premier. Alors, je l'ai testé parce que c'était celui qui m'était proposé, je trouve, le plus souvent possible, qui s'appelle Bonne Facture. Alors, Bonne Facture, au début, quand je suis allé dessus, j'ai testé des trucs, je me dis, oh putain, c'est vachement bien ce truc. C'est simple, c'est hyper complet. Non, pas complet, pardon. Non, c'est simple. Et c'est hyper paramétrable. En mode payant, on peut collaborer. Et en mode payant, on peut avoir un catalogue de produits archivé et historisé. Et ils peuvent me faire eux-mêmes l'envoi du mail au client. Ça veut dire que je peux choisir d'envoyer ma facture directement par le service en mentionnant son adresse mail. Et là, je suis vraiment sur une chaîne du coup numérique totale. Et je peux même encaisser du paiement avec le système Stripe. Ça existe depuis 2006 et les tarifs sont relativement... Donc il y a un mode gratuit. Et ensuite, si on passe en mode payant pour 4 € par mois, on enlève le mot bonne facture, le logo bonne facture en bas de la facture. Conformité, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Ah, si on fait de la TVA. On peut engager la signature électronique, on peut faire des exports en FEC pour son comptable et on a des stats de suivi. Et pour 9 € par mois, on peut avoir un vrai catalogue de produits et de prestations qu'on n'a pas avant. On peut faire des abonnements et des factures récurrentes et on peut gérer le multi-utilisateur. Par contre, ça sent le truc artisanal. Il y a des fautes d'orthographe. Pas dans le logiciel et pas dans les factures, heureusement, mais dans les tutos, dans tous les documents. Non, pas dans le menu, non. Dans l'assistance, dans les consignes, merci, etc. Et puis on sent que... Et pourtant, c'est pas tout jeune, donc ça, c'est plutôt rassurant. Et c'est sûrement un de ceux qui est le moins cher. Alors, de souvenir, c'est mon AE, c'est vous. C'est une déclinaison de mon auto-entrepreneur. C'est le même éditeur, en fait, au départ. On monte d'un cran, Iscriba. Donc là, par contre, pour le coup, c'est vraiment complet. Il y a toute la chaîne complète, bon de commande, bon de livraison, etc. On peut réaliser des factures périodiques par abonnement. Alors je ne le trouvais que sur lui, on peut gérer son stock. Alors attention, j'ai mis un point d'interrogation dans le sens où ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas un logiciel de gestion de stock, attention. Mais si je vends des marchandises, j'ai un catalogue de produits, je ne l'ai pas mis, mais... Ouais, je ne l'ai pas mis, pardon. Il y a un catalogue de produits à l'intérieur, natif, et si j'ai des produits marchandises, je viens à la main dire au départ que j'ai un stock de 100. Et au fur et à mesure que je fais des factures, ça décrémente mon stock automatiquement. Et ça me fait un seuil d'alerte que je choisis en disant attention, il ne reste plus que 10, il ne reste plus que 1, il ne reste plus que 20. J'ai pas de gestion d'achat. Non. Non. Mais en fait, le plus simple, c'est qu'on regarde. Je suis bête. Alors, bonne facture, il se présente comment? Il se présente. Présente comme ça. Donc vous voyez comme au niveau des menus, c'est plus que light. C'est-à-dire que là, je suis dans le menu paramètres. En gros, rappelez-vous, tout à l'heure, je disais paramétrage, tiers, éléments facturés. Paramétrage, on est là. Il y a juste mon compte, paramètres, assistance. OK. Paramètres, j'ai cliqué. J'ai 3 menus, mes documents, mes contacts, mes statistiques. Donc, non, pardon, excusez-moi. Dans paramètres, excusez-moi, c'est la connexion utilisateur, identité, mise en page, messagerie, etc. Donc vous n'utilisez plus ça? Non. Mais je montre quand même. L'identité, c'est qui on est. Et c'est là qu'on va gérer la différence entre compte et contact, rappelez-vous, entre organisation et contact. Donc là, le compte, c'est le moyen digital, et les contacts, j'en ai mis 2 pour tester le truc. La mise en page PDF, je vais pouvoir intégrer mon logo
Hop, là, je le remonte, ce qui fait qu'il apparaît sur la facture, mais je ne choisis pas où, hein, c'est lui qui me définit où il apparaît. Je dis par contre la dimension du logo, petit, gros, etc. Où est-ce que je le mets par rapport à la marge? Et puis, est-ce que je veux afficher l'email de l'expéditeur, du destinataire? Je fais quelques petites cases à cocher pour paramétrer un peu ma facture, comment elle apparaît. Voilà. C'est du light, c'est du simple, mais c'est du... voilà. Une fois que c'est fait, on ne touche plus. Alors, quand il dit messagerie, c'est comme... en fait, le messagerie, pour eux, c'est... En fait, le terme, c'est une facture égale un message. Pour eux, message égale facture. Donc, vous voyez, par exemple, que c'est là qu'on va paramétrer les incrémentations. Donc, par défaut, le devis commence à dev 00000 et le précédent, le suivant, pardon, c'est dev 001, etc. Voilà. Je peux venir changer si je veux et mettre pas dev, mais Moulin Digital MD. Et puis, pareil pour la commande, la facture pro forma, la voir. Et, voilà. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Le catalogue de produits, le fameux catalogue de produits. Donc, je peux générer ici, dans ce menu-là, dans les paramètres, mon catalogue. Et je peux choisir, alors je n'ai pas 36 000 choix, hein, je peux choisir d'afficher la colonne référence produit, la colonne unité de mesure. Donc, la référence produit. À minima, c'est description unité. Non, à minima, c'est description prix unitaire. Et je peux rajouter juste 2 colonnes. Donc, j'ai 4 colonnes pour mon catalogue. Mais finalement, pour certaines activités, ça va très bien. Hein, c'est simplissime. Et là, je peux importer effectivement un fichier CSV avec ces 4 colonnes-là, si je l'ai déjà sur Excel. Si on peut faire de l'abonnement, non, c'est autre chose, ça, c'est les abonnements du compte, pardon. Les paiements, c'est les fameux paiements Stripe. Et les exports de documents expert comptable, où je vais pouvoir exporter ici les écritures de telle date à telle date. Donc là, dans trois menus, en fait, hein, ce qui a été utilisé comme facture, acquis et les stats. Donc mes documents, ben voilà, ils sont là. J'en ai fait qu'une qui apparaît comme ça. Le fournisseur, le client, la date d'émission, tout ce qu'on a vu avant sur les éléments clés d'une facture. Le deuxième, Iscriba. Donc c'est là, donc je ne sais pas si vous voyez, mais à l'interface, on sent tout de suite qu'on n'est pas sur le même registre. Juste en termes d'interface. On sent qu'on est sur un truc un peu plus pro. Donc en termes de... Par contre, on a les mêmes types de fonctionnalités, hein, c'est-à-dire qu'on a au départ la configuration. Avec le logo, si on souhaite, le nom de l'entreprise, voilà. C'est là qu'on gère les tiers, les fameux tiers, rappelez-vous. Donc les sociétés et les contacts, les sociétés et les contacts. Évidemment, je peux avoir une société avec un contact, un contact, un contact. Et je vais pouvoir gérer les documents avec, ben, vous voyez, les devis, les bons de commande, les bons de livraison, les factures périodiques d'abonnement. Et le fameux inventaire, si jamais je souhaite gérer les stocks. Mais je mets vraiment des réserves hein, sur la partie gestion de stock, ça dépend beaucoup de vous. Hein, puis c'est pas fait pour normalement. Et donc là, ben voilà le devis. Je n'ai pas inséré le logo, hein, je ne l'ai pas mis. Mais... Et donc en fait, les tâches sont ici. Donc rappelez-vous. Ah mais non, le devis il est validé là. La facture est là. Et la facture, je peux en faire ça. Je peux envoyer la facture, télécharger la facture, l'imprimer, la dupliquer et enregistrer un paiement. Et dans vos logiciels, là, il y en a qui permettent de faire le devis et de basculer automatiquement en facture. Tous. Ça simplifie quand même, il y a moins de détails. Oui. Ah, il y a moins de détails, c'est-à-dire. Il y a moins de... Je vous expliquais que dans mes devis, moi je mets du blabla. Et dans la facture, on n'est pas obligé de remettre le blabla. Ah ben le blabla apparaît là. Le blabla réapparaît. Et après, vous le supprimez.
En clair, le devis, il fait juste que, à la place d'avoir écrit devis ici, ça devient facture. Et le numéro, Ben, c'est à vous de choisir l'incrémentation sur le paramètre de départ. Soit vous voulez démarrer de la même façon, donc devis, ça commence par un D, et puis F, ça commence par un F, ou autre chose. la facture le numéro de la facture correspondra au numéro du devis. Ben, c'est vous qui choisissez. Non, mais c'est Non, deux ça compteurs apparaît en différents. dessous. Oui. Facture numéro temps concernant le devis numéro temps. C'est plus facile pour eux. Parce que si tu fais deux devis, une seule facture. Oui, ça peut être ça. Je sais qu'il faut plus mal devis que l'ancien devis, donc on fait pas faire la souche. Oui, c'est ça. Ouais. Il a une maison e-commerce. Si j'ai un site marchand, mon propre site, une place de marché sur Amazon, une place de marché sur eBay, il peut faire la connexion. Ce qui fait que, en gros, mes commandes clients, lorsqu'un client va commander sur ma place de marché, il va générer un compte avec son compte à lui, il va générer des commandes sur des produits catalogues. Tout ça, ça peut se lier à votre logiciel. Donc là, on est sur une thématique différente. Oui. Alors après, par contre, ça,
je demande à voir. Si on a son propre site sur PrestaShop ou sur Magento, je pense qu'il y a un peu de paramétrage à faire. Hein, mais Sur WordPress, c'est ça. WordPress avec WooCommerce, avec le module WooCommerce, on n'a pas testé. Donc c'est pour ça que je préfère mettre une réserve là-dessus. Autant là-dessus, c'est que ça marche, mais le reste, je ne sais pas. Bon, le tarif, ça veut dire, le plus bas, c'est 6 € par mois pour enlever la marque ClickFacture en bas de la facture. Et avec 6 € par mois, vous pouvez facturer 3000 factures par an. Ce qui fait que c'est pas là-dessus. Normalement, ça ne va pas être là-dessus que ça vous pénalise. Par contre, et on peut rajouter plein de champs hein, sur est-ce qu'il est assujetti à TVA, les échéances par défaut du client, les règlements par défaut du client, enfin tous les éléments relatifs au client, je dis client, mais au tiers en fait, en général. Et puis on peut ici générer les catégories, les fameuses catégories. Tiens, je vais rajouter une catégorie et je ne veux pas que ça soit ni client, ni divers, ni fournisseur, ni prospect, mais je veux l'appeler suspect. Hop. Voilà, après dans les documents, donc vous voyez ce qu'on peut faire, c'est quand même relativement complet, puisqu'on peut générer la partie vente avec tous les des éléments qu'on a vus, devis, facture, avoir, BL, bon de commande, facture pro forma ou des courriers. Et côté gestion d'achat, on peut générer ces demandes de prix, des bons de commande fournisseurs. Et après, on peut importer les trois types de... Oui, Désolée, je pose une question. c'est pas grave, c'est bien. Peut-être que des fois ça peut être vicieuse.
Les courriers, ça veut dire que ça peut remplacer les échanges de mails avec Non, c'est qu'on peut compléter l'envoi de sa facture avec un courrier. juste pour Type. la facture. Oui. D'accord. Ou le bon de commande, ou le devis, plutôt le devis même d'ailleurs. D'accord. Donc on peut envoyer, suite à notre rencontre, voilà, et ce devis, ce courrier-là, il peut être type. On peut faire un courrier type d'accompagnement de notre devis, un courrier type d'accompagnement de la facture, un courrier type d'accompagnement de la l'avoir, et après on peut le paramètre, on peut le modifier. Et pour les contacts, moi pour l'instant j'ai déjà tous mes contacts sur Google. Est-ce qu'on peut faire une fusion ou une transmission Alors pas en direct, il faut passer par Google vers un CSV. De toute façon, le format toujours, c'est toujours CSV. On exporte de Google vers un CSV, qui est un Excel en gros. Vous connaissez CSV? C'est un format avec des colonnes, en fait, avec des séparateurs. Donc nom, point virgule, prénom, point virgule ou virgule. Et on va exporter ça sous un format universel qui s'appelle CSV, point .csv. Et après, on va le réimporter là-dedans. Ça se présente comme un Excel. C'est pour ça que je disais Excel, voilà, c'est le format colonne. Mais ça marche. Ce qui fait que ça évite de ressaisir à chaque fois. Non, moi je fais de la vente sur le site internet. Du coup, je peux faire import facture e-commerce de ce qui est déjà. Non, parce que c'est du Wix là? Ouais. Ouais, non. Wix, ça marche pas. Donc, du coup, faut que j'ai ça. Ah, enfin, non, en fait, je dis non, mais je pense que non, mais il faut tester. Du coup, ça fait deux facturations différentes. Une facturation sur le site internet et une facturation en. Exactement. C'est un gros enjeu quand on fait de l'e-commerce. Hein. C'est vraiment très compliqué. Je trouve que c'est très compliqué. Mais je suis quasiment sûr qu'il ne le gère pas. Il ne gère pas une liaison directe avec le Wix. Enfin, Moi, j'ai pas le logiciel Wix moi de e-commerce. J'ai une application. J'ai pas celle de Wix, j'ai une autre. ah, Je passe par Equid. Voilà, enfin, du coup. parce que là, en fait, les factures d'e-commerce, elles sont là. Donc, il y a l'option des factures e-commerce. C'est déjà préformaté, quoi. On peut pas choisir. Donc là, il y a un fichier vide. Il y a un fichier vide avec des formats types. Donc il vaut mieux ce qu'il faudrait. Alors je pense qu'il faut passer par un truc au milieu. Hein. Un truc au milieu, c'est toujours du Excel généralement ou du CSV. Donc il faudrait repérer comment le format type d'ici est, l'exporter de Equid, le modifier et après le réimporter là-dedans. Je pense, et là ça marche, ça peut marcher. Mais il y aura forcément une petite bidouille au milieu, hein, je pense. C'est même sûr. Et pour tout ce qui est relance, etc., il y a des solutions Ouais. là. Ouais, alors ici, c'est où déjà? Les courriers. Bah, les courriers, c'est ça aussi. On Les- peut mettre en automatique, genre on n'a pas reçu le paiement, on n'a pas rentré le paiement, automatiquement la personne elle est relancée. Il y a deux niveaux de relance en fait. Il y a relance 1, relance 2. On paramètre le format de la relance 1 et on pourra mettre le format de la relance 2. En disant qu'il va payer les frais et que... La relance 1, c'est plutôt sympa, vous avez dû oublier. Et la relance 2, non, vous n'avez pas oublié. Donc ça, c'est ouais, il y a deux niveaux de relance. Ah, et on voit aussi du coup quand ils l'ont vu, parce que moi ce que j'aime bien sur FreshBook c'est ça, c'est que quand la personne a vu le mail, elle peut pas nous dire ah, maintenant je pas reçu. Quand vous l'envoyez via le logiciel, évidemment, il y a une notification quand la personne l'a. Voilà. Évidemment que ça gère le catalogue d'articles et les modes de règlement, puisqu'on peut gérer les règlements à la fois des clients et les encours qui restent et les stats. Voilà. Voilà. Et enfin quand même. Henri. Alors, il y a forcément, je le mets en dernier, mais c'est pas parce que là pour le coup on remonte pas en gamme. Hein. On redescend plutôt en gamme. Très franchement, on redescend par rapport aux autres d'avant. Voilà. Donc j'ai pas mis que c'était complet. Les autres, le dernier, j'ai mis que c'était très complet, même très très complet. Le dernier que j'ai montré là. Celui-ci, il est assez complet. Il gère les devis, les factures, les paiements, et on peut exporter en compta, le format compta. Et par contre, en termes d'avantages, c'est clair que ça peut être un avantage. En tout cas, il est gratuit et sans limite. Il est affiché comme gratuit et vous pouvez aller voir dessus et ils vous expliqueront. Il est aux normes. Il y a l'attestation qui va bien et tout ce qui va bien.
Par contre, il y a des inconvénients forcément, c'est qu'ils ne l'ont pas mis sur des serveurs hyper... donc il est un peu lent, mais ça, franchement, ça peut se gérer, ça ne va pas jouer à grand-chose. Et surtout, il est peu paramétrable. Voilà, c'est pour ça que... Exactement. Ben, nous, on utilise Henri, pour être clair, on trouve qu'il y a des limites quand même. Hein. Et pourtant, nous, on ne fait pas beaucoup de factures non plus. Hein. Mais on trouve qu'il y a des limites. Ce côté peu paramétrable, et souvent, ça fait des contraintes quand même. Mais il est hyper fonctionnel. Mais vraiment. Donc il se présente comme ça. Donc forcément. Et ça marche tout le temps? Oui, ça marche tout le temps, c'est parce que je ne me suis pas délogué. Donc Alors, en plus, ils racontent l'histoire du nom d'Henri. Ils ont un blog pour expliquer pourquoi il s'appelle Henri, c'est rigolo. En gros, ils ont fait une réunion brainstorming avec toutes leurs équipes. Comment on pourrait s'appeler? Donc, ils ont imaginé plein de noms, Facture One, machin, plein de trucs. Puis, ils sont allés voir, il y avait plein de logiciels qui avaient des noms qui existaient déjà. Ils se sont dit... Et après, ils se sont dit, on enlève tout ça comme réflexion. Qu'est-ce qu'on veut comme message? Qu'est-ce qu'on veut passer? Qu'est-ce qu'on a notre différence à nous? Et ils se sont dit, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est un truc qui soit comme... Comment? La facture, on en rit. Non, quand même pas. Non, c'était le côté. C'est le côté, en fait, c'est un assistant. C'est presque comme une personne, en fait. Et c'est pas un logiciel, c'est une personne. Et donc, ils ont imaginé plein de prénoms, évidemment. Des prénoms féminins, des prénoms masculins. Et puis après, ils ont voté pour Henri. Et ah non, en fait, l'autre truc, c'est qu'après, une fois qu'ils ont choisi le prénom, ils ont dit, on va avoir un prénom. Ils se sont dit, mais quel prénom? Donc, ils ont imaginé plein de trucs. Et après, Henri, en fait, c'est le nom du fondateur de l'entreprise, qui s'appelle Henri Sachon, non, Sadan, je ne sais plus quoi, et qui est plutôt une personne un peu âgée, quoi, et qui, lui, est le véhicule des valeurs, en fait, de l'entreprise. Et donc, ça correspondait très bien, ils ont fait ça. Ça, c'était pendant sa slog. Voilà, donc là, on rentre sur Henri, et vous avez les menus qui apparaissent ici. Donc vous avez la partie des devis, la liste des documents que vous avez fait, facture devis, pardon. Ça veut dire que ça. J'ai pas les bons de commande, pas de bons de livraison, pas si avoir évidemment, pas d'achat. Ça gère un petit catalogue de produits, mais je dis petit parce que c'est voilà, on peut générer un catalogue de produits prestations, pardon. Voilà. Et puis on peut gérer les paiements. Et pour faire les avoirs, c'est sous forme de facture en fait ou... Quand on va aller dans Action, pardon, ici, et on va créer un document qui sera l'avoir de telle facture. Donc là, vous voyez les zones de paramétrage, le logo, notre champ de l'émetteur, les champs. Ici, on va aller chercher dans sa base client. Donc au départ, c'est une fiche vide, mais en tapant les mots-clés, on retrouve les clients concernés. Je ne sais pas s'il y a... Donc, vous voyez, là, c'est là que c'est un petit peu lent. Il propose tous les noms qui commencent par L, etc., etc. Non, c'est franchement très bien. Ouais. Une fois que le devis est fait, du coup, on va pouvoir le terminer. Plus tard, si on veut laisser en mode brouillon ou le finaliser complètement. Et on peut envoyer le devis ou par mail, ou on l'imprime par PDF, on l'envoie par sa boîte classique. Ici, on gère ses clients. Et ici, on gère ses articles. Ouais, en termes d'interface, je trouve qu'il est un peu moins user-friendly que ce qu'on a vu avant, mais il est totalement gratuit. Bah, il est juste fonctionnel, hein, c'est tout. Ouais, voilà. Après, il faut avoir un catalogue de produits. Si on n'a pas un catalogue, Si, ça marche. c'est différent. Non, ça marche. Oui, pardon, je vous montre. Si je fais un document et je veux créer un devis, il faut juste que je pense à ne pas valider le devis. Et que dedans, là, on passe, hop là, vous voyez, il tourne pour aller voir le contenu du devis. Et là, il me demande, soit je vais rechercher un article dans ma base, soit je vais directement insérer un article, qui est soit un produit, soit un service. Pour vous, ça sera un service. Hop, et là, je rentre dedans. Et là, j'écris à la main que je veux.
Et après, je peux le mettre en mode multiligne pour pouvoir faire plein de lignes, justement, pour vous. Et hop là. La quantité, l'unité, le prix de vente, etc. Quand c'est en mode auto-entrepreneur, il n'y a pas la colonne TVA et il y a la ligne TVA non applicable, etc. Ben, c'est à vous d'aller insérer dans les textes paramétrables. L'entreprise n'est pas assujettie à TVA, code, machin truc du code des impôts. Ben, je crois que on a fait le tour. Alors si vous voulez, je peux vous juste montrer Odoo, pas Odoo, Dolibar. Ah ben non, je ne peux pas vous le montrer parce que si c'est celui-là. Je vais vous montrer un truc que je trouve bien dans Dolibar, c'est par exemple les modules. C'est à vous de faire du on-off sur les modules que vous voulez installer. Vous choisissez de générer l'activation du module. Et si vous générez l'activation du module, ça va générer automatiquement l'activation du menu qui va en haut. Plus vous générez de modules, plus vous avez de menus qui apparaissent dans votre logiciel. Ah, il y a un truc pour les commerciaux et les notes de frais, tout ça. Voilà. Et là, on va gérer les tiers. Alors là, pour le coup, très complètement, entre les organisations, les contacts, c'est très bien géré. La partie commerciale avec les devis et la partie facturation paiement. Bon, il n'y a pas de document parce qu'elle est vide, mais... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On a une idée de la base d'utilisateurs de Henri. Non. Ça peut disparaître du jour au lendemain, il va sauvegarder, machin, enfin les questions de pérennité, tout ça, vous avez dû vous les poser. Non, par contre, je trouve qu'en termes de relations clients, ils sont très bien. Par exemple, depuis qu'on l'utilise, nous, ça fait de faire un peu plus d'1 an, il y a eu 2 maintenances. Ils nous ont vraiment prévenus à l'avance. Ça se passe la nuit, évidemment, mais ils ont vraiment prévenu à l'avance. Dans la relation client, je trouve qu'ils sont très humains. Voilà. Donc, je pense que ça peut perturber une grosse boîte, par exemple. Mais pour nous, ça va très bien. Et pour des petites entreprises, ça va très bien. Ils sont très humains, ils sont beaucoup dans la transparence. Ils sont très à l'écoute. Et même, je pense on ne l'a pas fait, mais on peut les appeler directement, il n'y a pas de souci. Alors, tout ce que j'ai montré, c'est français. Hein. Ah ouais. Et c'est tout hébergé en France, du coup. Ils ont plein d'activités à côté. Non, il n'y a pas de pub. Il y a 0 pub. Et eux, c'est une boîte de prestations informatiques. Et en fait, ils disent que c'est leur vie, elle est ailleurs, leur vie économique, elle est ailleurs, mais ils avaient envie de développer ça. Et ça leur fait de la pub. C'est un outil de promotion à d'avant-vente, en fait. Alors, de mémoire, ils sont basés à... Non, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est Rennes ou Nantes, je crois, un truc comme ça. Là, vous parlez de Henri, oui. Oui. Et donc, il y a une assistance si jamais j'ai besoin d'aide. Oui, il y a une assistance. C'est 06 Ça, c'est un 0800. Il y a une assistance ici. Il y a une foire aux questions. Et vous pouvez les contacter ici. Un petit chat. J'ai une question sur Henri, j'ai une question d'entrepreneur. Et là, hop là. Peut-être qu'il y a peut-être d'autres prestations qui vous intéressent. Et nous, on l'a utilisé une fois le chat et ils ont été tout de suite réactifs. Nickel. Eh bien, merci à vous. S'il y en a qui veulent rester.